Bonjour et bienvenue. Merci pour les commentaires de la vidéo précédente sur le nourrissement au miel. Alors les commentaires positifs et négatifs, c'est toujours bien, ça permet d'affiner, d'affûter le discours et les pratiques. Donc il y a eu certaines questions que je voudrais répondre. Donc ouais, importance d'avoir du miel de qualité. Je vois que ce que je donne, moi, c'est du miel que je vends à mes clients, quoi. Donc c'est vraiment un miel dont la traçabilité est propre, les cadres sont propres, tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment important. Là, ce que j'ai donné cette année, c'était un châtaignier tilleul, c'est ce que j'avais le plus. Donc pour le donner aux abeilles, généralement il reste liquide, c'est pour ça que je le prends. S'il est cristallisé, je le remets un peu à chauffer. Et même s'il n'est pas cristallisé, je le remets un peu en température pour le remonter à 30 degrés environ. Donc je me suis fait une petite chauffeuse avec, en image ici, avec un petit chauffage et puis voilà. Je remets un peu d'eau si ça a besoin d'être reliquéfié, s'il est un peu trop pâteux. Mais généralement voilà. Pour le nourrissement dans les ruches pour éviter le pillage, évidemment, je fais ça sur les petites colonies qu'on a besoin, sur les colonies qu'on a besoin, même les grosses. Je fais ça plutôt en fin de journée. Je mets les portières vertes d'entrée, anti-frelons là. Et je nourris, voilà, si en fin de soirée, plutôt température 10 degrés pour éviter le pillage dans toute la journée, quoi. Ça veut dire que les abeilles puissent prendre tranquillement le miel. Alors si les températures nocturnes sont de 10 degrés, effectivement ça va, mais si c'est en dessous, non, faut mieux passer au candi, quoi. Pour l'instant, ce que j'ai pu observer sur le nourrissement que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns là, sur les ruchers où il y a une disette globale sur toutes les ruches, effectivement si on en nourrit une, elle va se faire défoncer. Donc vaut mieux en donner un petit peu à tout le monde pour que ça canalise un peu les ruches. Mais il ne faut pas attendre d'avoir une disette sur un rucher en fait, c'est ce que j'ai pu remarquer. Sur d'autres ruches, moi ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème. Parce qu'elles avaient tout à manger, elles étaient tous en train d'aller chercher du pollen et travailler. Donc ça c'est important à prendre en compte. Donc bien, on va commencer par la question et le sujet de cette vidéo, c'est la santé de l'abeille. Donc avant tout, quand on parle de santé, on ne va pas parler des symptômes ni de maladie. La maladie va être la conséquence d'un manque de santé. Donc pour que un être humain global ou un être vivant même, abeille, humain, animal, plante, la terre, soit en bonne santé, il faut qu'elle soit en accord avec le plan, son plan de ce qu'elle est en fait en profondeur. Donc ça, on peut le voir par l'observation, c'est-à-dire qu'on va observer comment des abeilles se comportent en pleine nature, ou une plante et tout ça. Donc ça, c'est important, ça c'est une première base au niveau de la santé. Alors je vais aborder un peu un thème ésotérique ou spirituel. Pour moi, si on veut que l'abeille ou l'être humain ou tout être soit en santé, il faut qu'il soit relié à sa source. Donc la source spirituelle, ça peut être son âme pour un être humain, ou alors chez l'animal, ça va être l'âme groupe. Donc une âme groupe est l'expression, et c'est elle qui donne l'énergie à l'âme, à l'abeille en tout cas, ou à l'animal, ou quoi que ce soit. Donc si nous, dans la matière, on entrave ce processus naturel qu'on peut observer naturellement sans avoir besoin de méditer ou quoi que ce soit, hein, que dans la matière on respecte les fondements naturels, bah ça va aller. Par contre, si on va à l'opposé de ces fondements naturels et qu'on va aller dans des processus qui sont plutôt de l'ordre de la production ou orientés de produire pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit, bah effectivement là, l'énergie de l'âme groupe, en tout cas de cette énergie, va avoir du mal à descendre. Donc c'est important pour moi de poser cette première base. C'est juste que la nature elle est faite d'une certaine manière et que c'est important de respecter ça en fait et d'observer le maximum. Donc bah évidemment chacun doit gagner sa croûte, mais chacun doit gagner de l'argent effectivement pour vivre et construire des projets, mais c'est pas parce que on veut construire des projets qu'il faut faire n'importe quoi et on est prêt à tout pour gagner de l'argent. Donc première base pour avoir une santé naturelle de l'abeille, ça va être la construction en cire.
Voilà, ça c'est les cadres que j'utilise en construction naturelle. Pourquoi? Parce que en fait, chaque être humain a un squelette différent, l'abeille aussi a un squelette différent. Donc si on leur met tout le temps des plaques avec des alvéoles d'une certaine taille, on va les conditionner pour qu'elles soient toutes pareilles et toutes similaires. Un peu comme les êtres humains, si on n'est pas vigilant dans notre société, il y a une homogénéisation de l'humanité, quoi. Et là c'est pareil dans l'abeille, laissez les abeilles construire naturellement. Ça c'est vraiment une des premières bases. Autrement, on va tout de suite vers un déséquilibre en fait. Donc ça c'est pour moi une première base. Donc vous voyez, petite tige barbecue, une petite amorce en cire pour donner l'axe, pour que les abeilles puissent bien descendre directement bien droit. Et c'est tout, pas besoin de plus. Ah, ça va peut-être un peu moins vite. Ah, et oui, ouais, mais c'est comme ça, la nature aussi elle prend son temps. Mais en tout cas, voilà, quand moi j'ouvre et que je vois les ruches là actuellement et que j'ouvre avec des cadres comme ça et que je vois, je dis c'est vachement beau quoi. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc il y a ça, le volume des ruches. La dadan n'est pas une ruche pour les abeilles. Alors je suis en dadan. La dadan n'est pas une ruche pour les abeilles. C'est une ruche pour produire du miel. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc là actuellement moi je suis en dadan, mais je travaille soit en 8 cadres, soit en 7 cadres. Donc cette expérience, ça fait un moment que je le fais d'ailleurs, ça se passe très bien. Après la gestion de l'essaimage, des fois, sur des années où ça essaime beaucoup comme l'année dernière, effectivement ça essaime plus. Et puis voilà, faut aussi les abeilles, elles ont le droit de s'exprimer, à vouloir toujours gérer l'essaimage. Donc moi je suis sur 7 ou 8 cadres, c'est suite à une expérience spirituelle que j'ai pu découvrir, c'est les abeilles qui m'ont communiqué ce volume, donc à peu près 40 litres, donc qui correspond à 7 ou 8 cadres, voilà. J'ai vu ça aussi chez Thomas Sillet, la démocratie chez les abeilles. Donc lui, il a utilisé une autre méthode que l'expérience spirituelle. Il a fait ça d'une manière plutôt scientifique, avec des boîtes dans la forêt, différents volumes, et il s'est rendu compte que le 40 litres était quand même le volume le plus adapté et préféré par les abeilles. Donc voilà, une méthode en retrouve une autre, on se retrouve tous les deux au même sens pour ressortir une vérité. Et on pourrait en trouver d'autres, effectivement. Donc ça, important, le volume. Donc c'est vrai que moi je suis en dadan actuellement, je travaille avec une partition et je vais jamais au-dessus de 8 cadres. Sauf une ou deux où je sens qu'elles ont envie. Mais globalement, sur 7 ou 8 cadres, ça marche très bien. Troisième plan, les ouvertures trop régulières. Eh ouais. Ouais, à vouloir trop contrôler, pas avoir confiance aussi en l'abeille et être tout le temps dans le contrôle. Il y a beaucoup de contrôle en fait dans l'agriculture en général, ou dans nos vies même. Et donc de laisser aussi la nature s'exprimer, arrêter de vouloir toujours voir et d'être dans la confiance aussi. Donc je ferai un épisode aussi sur les balances connectées, justement qui a un gros contrôle aussi des colonies et de vraiment les avoir à l'œil, quoi. Donc je pense que la machine prend beaucoup de place dans les pratiques agricoles et apicoles. Et je pense que les pratiques sensitives, spirituelles doivent prendre beaucoup plus de place dans les pratiques apicoles ou agricoles ou dans nos vies pour justement être plus en contact. À titre d'exemple, cette semaine, on va attaquer la semaine sainte. Moi cette semaine-là, je ne vais pas ouvrir mes ruches. J'ai plein d'autres trucs à faire, je vais aller poser des ruchettes pour piéger des essaims et faire du débroussaillage, préparer d'autres cadres et tout ça. Mais globalement, cette semaine, j'ai senti qu'il ne fallait pas ouvrir. Ah ça tombe bien, parce qu'on tombe en plus sur une semaine où les températures refroidissent et les créneaux sont moins importants pour ouvrir les ruches. Donc ça, c'était voilà, je le sentais en début de semaine, j'ai pu méditer et confirmer ça intérieurement, et je vais les laisser faire. Voilà. Et puis s'il y en a une ou deux qui se barrent, très bien, la nature donne, la nature reprend. Il faut aussi accepter ça. Donc voilà, les ouvertures trop irrégulières. Voilà, donc ça, déjà,
première base. Et le quatrième point aussi, c'est l'élevage. L'élevage, ah là là, l'élevage. Ah, l'élevage, qu'est-ce qu'on fait des dégâts avec l'élevage à vouloir tout le temps sélectionner, nanani, nanana, avoir la meilleure abeille. On fait beaucoup de dégâts. On casse la diversité génétique de l'abeille parce qu'on sélectionne et sélectionne et sélectionne un maximum sur une souche, 2 souches, 3 souches sur nos ruchers. Ou 4 souches, 5 souches. Et du coup, on se retrouve qu'avec des sœurs et ça fait un peu consanguin cette histoire. Ou limite. Et puis on coupe, on enlève beaucoup de caractéristiques à l'abeille qui ne nous plaisent pas pour évidemment produire. Donc moi au niveau cheptel, j'ai beaucoup d'abeilles de différentes. J'ai de la buck, j'ai de la caucasienne, j'ai de la carnica, j'ai de l'italienne. Enfin, bon, et puis j'ai sûrement de la noire. Je sais pas, c'est un gros mélange c'est un gros mélange. Parce que c'était mon souhait aussi de faire un gros mélange génétique pour avoir petit à petit une abeille qui serait plus adaptée, que j'ai pas à nourrir d'ailleurs. Si j'ai pas à nourrir, c'est cool. J'en ai quelques-unes qui sont à nourrir, mais la majorité, globalement, je les nourris pas, quoi. Bon, bref, je reviens sur l'histoire de l'élevage. L'élevage, comment ça se passe dans l'élevage productiviste, ça va être de récupérer une larve de 3 jours qu'on appelle le picking. Au bout de 3 jours, on récupère une larve d'ouvrière qu'on va mettre dans une alvéole ronde pour mettre dans une cellule royale quelque part artificielle, et on va faire élever aux abeilles comme ça quantité d'abeilles, quantité de reines aux abeilles. Et ça, on va arriver petit à petit à une dévitalisation de l'énergie de l'âme groupe. On commence une ouvrière et puis on va finir par une reine. Et après, sur ce lot de reines qui va être fait, on va refaire une reine qui va sortir du lot et qui va être bien, et on va regreffer dessus et dessus. Et en fait, petit à petit, on va avoir des abeilles qui sont plus à la base des reines de base. Donc le processus de la larve qui est utilisé par une colonie, par exemple la reine meurt par inadvertance, les abeilles vont récupérer une larve d'ouvrière et évidemment vont faire une cellule royale de sauveté qu'on appelle. Mais là c'est les abeilles qui le font, donc c'est elles qui gèrent. On n'a pas toute la connaissance pour se permettre de dire moi je sais le meilleur œuf qu'est et tout ça. C'est elles qui gèrent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est naturel. Donc moi, mes essaims, je les fais comme ça. Et après, le must du must, en fait, ça va être la cellule royale naturelle qui est faite de la cellule d'essaimage. Parce que là, on est sur une vraie cellule ronde, la reine pond dedans. Et là, on va avoir toute l'énergie de l'âme groupe, déjà, qui va descendre. Parce que, évidemment, la reine est le centre de la colonie. Et c'est à travers elle que descend toute l'énergie de l'âme groupe. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Donc voilà, faire des reines de picking sur des reines de picking, ça fait des années, ça fait une centaine d'années à peu près qu'on fait ces pratiques. Là on arrive à une dégénérescence où la vitalité de l'abeille, on voit bien qu'elle perd. Les reines elles tiennent 1 an, 2 ans, 2 ans, allez. Et puis après, boum, ça s'effondre complètement. Donc ça, voilà, au niveau de la santé de l'abeille, je pense que ça c'est 4 points là qui sont le volume, les cadres, l'ouverture trop régulière et l'élevage. Voilà, je pense que ça c'est 4 points déjà, c'est des points super importants. Ça va donner, si on respecte ça déjà, qu'on enlève les fils de fer aussi, ça va amener un terrain qui est propice à une vitalité de l'abeille. Donc évidemment, il y a l'environnement qui sera propice à donner une vitalité de l'abeille, ou pas d'ailleurs, ça dépend si c'est pollué ou pas, mais ça c'est important de prendre en considération. Par contre, au niveau des maladies, la maladie va être là juste pour informer, pour dire là il y a un problème, mâle a dit. Elle va dire le mâle a dit quelque chose, il y a un déséquilibre. Bon, à titre d'exemple, par rapport au niveau des volumes, moi j'ai commencé l'apiculture, j'avais beaucoup de caucasiennes, et ce qui s'est passé c'est que j'avais beaucoup de loques américaines, et je travaillais sur dicadre à l'époque, et j'ai étudié la loque américaine, et en regardant un peu ses effets et ses conséquences, j'ai vu que la loque américaine, c'est des larves en fait qui pourrissent et tout ça.
Et en me regardant un peu les caractéristiques de la caucasienne, qui est une abeille qui a tendance à pas faire énormément de couvain, qui n'est pas une grosse pondeuse, bah, je me suis dit, bah tiens, si je réduis la colonie, je vais avoir des ruches qui seront plus sur l'état naturel et qui auront moins de problème de loque américaine. Et ben, j'ai jamais eu depuis, j'ai jamais eu de loque américaine. Ou un cas ou deux. Mais vraiment, maintenant, pour moi, c'est de l'histoire ancienne, ça. Cette maladie, elle est réglée. Elle est réglée parce que j'ai laissé un espace suffisamment équilibré par rapport à ce qui est capable cette race d'abeilles. Donc voilà, ça c'est important, quoi. C'est vraiment, vraiment important. Donc après, bah, la Buckfast, évidemment, la Buckfast, c'est pas une abeille naturelle. C'est une abeille faite par l'homme pour la production. Donc moi j'en ai un. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ça dépend des éleveurs et tout ça. Pour moi, je la prends comme une abeille métissée maintenant, plus comme vraiment de la Buckfast. Celle que j'ai, bah, petit à petit, elle remère, ou je refais des essaims, ou la reine essaime et ça refait une cellule. Et pour moi, petit à petit, on repart sur des bases saines. Par exemple, j'ai une ruche que j'ai achetée, une reine que j'ai achetée il y a 3 ans. Tous les 3 ans, là, bah 2021, en 2021, j'ai acheté une reine. Non, 2020, j'ai acheté une reine, c'est de la Cecropia. Voilà, je voulais essayer. 2020, elle m'a fait une cellule de renouvellement. 2021, cellule de renouvellement. Après, elle a essaimé. Elle n'a pas arrêté d'essaimer. 2024, c'est encore en observation, mais je vais voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, elle n'a pas envie d'essaimer. Elle se développe très bien. Mais c'est comme si elle avait eu besoin de se nettoyer ou se repartir sur des bonnes bases par rapport à la reine. Et donc, il lui a fallu 4 saisons pour repartir sur une reine. Bah, pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas envie d'essaimer. Je l'observe, mais c'est vraiment, ça fait partie des ruches tests que j'observe pour voir un peu l'effet des renouvellements de cellules sur plusieurs générations et voir ce que ça donne après. Si elle repart sur un cycle normal. Alors là, si elle veut essaimer cette année, je pense que là, c'est une ruche que je vais malheureusement... je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je la mettrai dans une ruche, une ruche de biodiversité, style ça là. On la voit pas là. Voilà. Une ruche comme ça, c'est lourd. Peut-être je ferai ça, je verrai. Donc voilà, les maladies elles sont là juste pour dire qu'il y a un déséquilibre, quoi. Donc le varroa c'est pareil, le varroa il est là pour dire bah, peut-être que les colonies sont trop grosses parce que s'il y a trop de population, trop de varroa, trop d'augmentation, voilà, il faut essayer de comprendre ce que veut dire le parasite et les maladies. Le varroa pour l'instant pour moi c'est pas encore assez clair, à part que c'est un vampire quand même qui pompe le sang de l'abeille. Donc ça nous ramène à notre propre vampirisme vis-à-vis des abeilles et de la manière dont on travaille avec elles. Est-ce qu'on est là pour collaborer ou alors prendre? Voilà. Ah oui, un dernier point aussi pour favoriser le terrain de l'abeille, bah c'est l'amour. J'avais oublié. Mais ouais, la collaboration, l'amour, le service vis-à-vis de l'abeille, ça c'est important. J'avais oublié de le dire. Hein. Il y a aussi la géobiologie au niveau du terrain qui est important, de bien positionner les ruches. Alors je vous promets, là ça fait 2 vidéos que je fais assis sur mon fauteuil et tout ça. Là je vous promets qu'on ira aux ruches, que je vous ferai voir des cas concrets aussi sur des colonies. Alors j'ai plusieurs colonies qui sont malades, donc ça je vous les ferai voir la prochaine fois en direct. Sur des traitements que j'ai fait et tout. Et puis bah ouais, accepter aussi de laisser mourir les colonies. Si en fait une colonie elle n'est pas apte à tenir dans notre environnement, ça montre que bah effectivement peut-être que elle n'est pas apte quoi. Je veux dire dans la nature ça se passe tout le temps, on n'est pas à s'offusquer quoi. Donc bah effectivement si on a des abeilles qui génétiquement sont trop pauvres et sont trop faibles et qu'elles meurent, bah ça veut dire qu'elles sont pas adaptées. Alors, elles ne sont pas adaptées à notre environnement ou alors notre manière de faire de l'apiculture n'est pas adaptée. Bon voilà. La dernière fois ce que je voulais dire, c'est la nature est notre enseignante
Et le système, c'est notre meilleur ennemi. Ça veut dire qu'il nous montre exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Et la nature nous montre tout ce qui est important de faire. La diversité, on le sait très bien, voilà, tout ce qui est permaculture, ça montre que plus on a de diversité, plus on va trouver un équilibre. Donc là, au niveau des abeilles et de la ruche, c'est pareil, il faut de la diversité, au niveau génétique, il faut de la diversité au niveau floral et tout ça. Donc moi pour l'instant c'est pour ça que je déplace les ruches, parce que dans la région où je suis, si je laisse les ruches, malheureusement pour l'instant elles ne sont pas forcément adaptées à tenir suffisamment la période estivale, parce que moi mi-mai généralement il ne se passe plus rien quoi. Mai, juin, juillet, août, septembre, c'est presque 6 mois de l'année, où après s'il ne pleut pas, donc il ne se passe rien. Donc là, moi, je prends la décision aussi de les emmener, et pour l'instant, c'est l'équilibre que j'ai trouvé pour amener une diversité florale. Je vous remercie pour cette vidéo, de l'avoir écoutée jusqu'au bout, et promis, la prochaine fois, on ira voir les ruches. Allez, belle journée à vous!